Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. C'est bien connu, la France est une championne dans le domaine de l'énergie nucléaire. D'ailleurs en 2022, elle occupait la 3e place sur le podium des pays producteurs dans le monde, derrière les États-Unis et la Chine. Mais le revers de la médaille, ce sont les tonnes de déchets radioactifs dont il faut s'occuper. Exactement, et comme vous pouvez vous en douter, ces déchets sont par nature dangereux pour les êtres vivants et l'environnement. Et ils le restent longtemps. Très longtemps. Alors que doit-on en faire? Quelles sont les solutions envisagées en France? Et les déchets sont-ils tous traités de la même façon? Nos deux invités du jour nous expliqueront tout. En tout cas, pour nos déchets les plus radioactifs, une solution est envisagée. Les enterrer à 500 mètres de profondeur dans cette roche un peu particulière. C'est le projet CIGEO. Nos invités vous le présenteront et ils vous expliqueront surtout comment ils s'assurent de sa sûreté grâce à un labo un peu original. Et avec toi Marine, quel est le programme? Je vais vous parler de 2 accidents qui se sont produits en 2014 dans un centre de stockage de déchets radioactifs aux États-Unis et on verra quelles leçons on tire de ces événements pour la conception des installations futures en France. Eh bien, découvrons tout ça sans plus tarder avec notre premier invité. Pour cette émission consacrée aux déchets nucléaires, nous avons fait appel à une experte du domaine. Bonjour Camille Espivant. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes chef de l'unité qui s'occupe des stockages des déchets radioactifs et vous travaillez à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Mais je pense qu'il est important de rappeler pour les gens qui nous regardent que la gestion des déchets nucléaires, elle est confiée à l'ANDRA, hein, c'est bien ça? Absolument, c'est ça. Alors du coup, comment l'IRSN vient en aide à l'ANDRA? Comment les deux travaillent sur ce dossier-là? Oui, alors l'ANDRA est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc c'est l'organisme qui s'occupe de la gestion à long terme des déchets et en particulier de trouver des gestions pérennes. L'IRSN est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est l'expert public en matière de risques radiologiques et nucléaires. L'IRSN est sollicité, non pas par l'ANDRA, mais par l'autorité de sûreté nucléaire, en général, mais par les pouvoirs publics de manière plus générale, et en particulier dans le domaine de la gestion des déchets, l'IRSN est sollicité pour contre-expertiser en fait, les dossiers, notamment de l'ANDRA. Et en particulier pour la gestion ce que l'ANDRA prévoit pour les stockages de déchets nucléaires. Et donc ça sur les aspects de sûreté, pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut donner une idée du volume de déchets radioactifs qu'on génère avec nos activités tous les ans en France ? Alors, il y a plusieurs manières d'aborder il y a plusieurs chiffres en fait, qui peuvent être donnés. Le premier chiffre que j'aurais envie de donner, c'est le volume en fait, total de déchets qui a été généré depuis le début, qui sont encore actuellement à gérer en, fait, en France. Et ce chiffre, c'est pratiquement 2 millions de mètres cubes de déchets. Donc ça, c'est depuis qu'on a commencé à faire du nucléaire en France, quoi. Qui sont encore à gérer, alors c'est-à-dire hors des déchets qui ont déjà été stockés par ailleurs. Voilà, il y a plusieurs volumes. Les volumes se divisent en plusieurs sous-volumes. On peut aussi donner un autre chiffre qui peut être intéressant, c'est le volume généré par an, par habitant, en fait, pour répondre aux divers besoins en énergie. Et ce chiffre, c'est moins d'1 litre, entre 500 cm3 et 1 litre de déchets générés chaque année. Alors après, il faut le par habitant, bien sûr, tout à fait. Et donc, ce qui conduit du coup au chiffre de 35 000 mètres cubes, toutes catégories confondues, générés par an de nouveaux déchets nucléaires. Oui, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même un gros volume tous les ans à gérer, à traiter. On va découvrir dans l'émission comment. Mais concrètement, ces déchets, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a sous la main? De quoi on doit s'occuper en fait? Alors, ce sont des choses qui sont très diverses en termes de matière et même d'origine. On peut avoir en fait de l'acier, des équipements qui sont utilisés par les opérateurs qui travaillent dans les installations nucléaires en fait et qui gèrent des déchets, donc les gants, des outils par exemple. Il y a aussi bien sûr tous les déchets qui sont générés par les activités de recyclage du combustible nucléaire en France, qui est effectivement une grosse partie du volume. Et puis il y a aussi les déchets qui viennent du monde médical, des examens de médecine nucléaire par exemple, des déchets qui viennent de la défense, de la propulsion nucléaire par exemple. Donc ce sont des déchets qui sont vraiment de formes très diverses. Il y a des gravats aussi. D'accord, c'est pas seulement le combustible comme on pourrait l'imaginer. Non, en effet, pas du tout. Mais la majorité vient quand même de la production d'électricité? Oui, tout à fait. C'est la grande partie de l'origine de ces déchets, c'est la production électronucléaire.
nucléaire. Et après, on a des gravats donc, qui sont plutôt issus du démantèlement des installations, et puis du verre vitrifié pour ce qui est la partie, les résidus en fait, du retraitement du combustible, et puis de l'acier pour les gaines utilisées pour l'assemblage des combustibles. Et alors comment ça va évoluer dans les années à venir? Parce qu'on a plutôt tendance à appuyer sur la pédale de la production d'énergie nucléaire. Alors à quoi faut s'attendre en fait? Oui, tout à fait. Nos besoins en énergie sont très importants, ont plutôt l'air d'augmenter. Et en corollaire, la production des déchets augmente aussi. Ce sont des choses qui dépendent vraiment énormément des perspectives industrielles, donc de la stratégie finalement d'approvisionnement en énergie française. Donc il y a fort à parier qu'en ce moment, on va plutôt vers une tendance à projeter plus de réacteurs nucléaires, un allongement de la durée de vie des réacteurs et donc en conséquence un accroissement de la production de déchets. Alors tous les déchets radioactifs ne sont pas traités de la même façon et pour comprendre pourquoi, on va s'arrêter quelques minutes sur le concept de demi-vie. C'est notre mot mystère du jour. Demi-vie. Demi-vie, c'est moitié de vie, quoi. Ouais. Voilà. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, oui. Non, j'en sais rien. J'allais dire, ça me fait penser à la cryonisation là, où je sais pas comment on dit. Je sais même pas comment on dit. Cryogénisation. Je sais pas, la demi-vie d'une cellule, par exemple. Moi, j'ai pensé à ça directement et après je sais pas. Tout ce qui est du nucléaire, vous parlez de tout ça? Non, je sais même pas. Non. C'est la vie après la radioactivité. La moitié de la vie, c'est plusieurs milliers d'années. Eh ben, la période pendant laquelle on reçoit les radiations et puis le moment où on meurt. Pour moi, ça correspondrait au plus des 2000 ans qu'on a déjà passé là. Depuis Jésus-Christ. Je dirais 3000, 4000. Ouais. Alors Camille, 2000, 3000, il y a des estimations comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des réactions que vous avez entendues là? Alors il y a des éléments qui sont effectivement liés, hein. On peut le sentir comme ça, la moitié d'une vie, il y a certaines personnes directement vu le lien avec la radioactivité. Donc effectivement c'est ça, c'est le temps au bout duquel on est certain que la moitié de la population, d'une certaine population d'atomes aura disparu. Okay. C'est-à-dire aura décru, c'est en lien à la décroissance radioactive. Par exemple, on connaît le carbone 14 de temps en temps, qui est donc un isotope radioactif, donc qui est un radionucléide de l'élément carbone, et qui a une demi-vie de plus de 5000 ans, par exemple. Donc on sait que si on a il faut quand même un nombre statistiquement représentatif, donc si on a beaucoup d'atomes de carbone 14, on sait que dans un peu plus de 5000 ans, la moitié aura décru. Et donc il y a des durées de vie qui sont extrêmement variées en fait selon les radionucléides. Ça va de quoi à quoi à peu près? Ça va une fraction de seconde, vraiment même pas mesurable finalement, à des millions d'années, voire des milliards d'années. Par exemple pour l'uranium 235, donc qui est emblématique dans le contexte de la fission nucléaire, sa demi-vie c'est de 700 millions d'années. Mais la conséquence pour les déchets, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a du coup, si je comprends bien, des déchets qui sont plus ou moins radioactifs alors. Absolument. Dans le temps. Comment on peut les classer? Il y a je veux dire, à partir du moment où on se dit, bon ben voilà, ceux-là, c'est les déchets, certains types de déchets, d'autres déchets, comment on les classe? Alors, on peut approcher les déchets par deux valeurs, enfin deux paramètres finalement. Ouais. La demi-vie, donc on vient de parler, donc c'est lié à leur durée de vie de décroissance, et puis avec leur activité, la concentration en activité en fait. Et donc ça, c'est dans un certain volume, une certaine masse donnée, finalement, à quel point il y a de noyaux radioactifs dedans, finalement. D'accord, donc ça dure plus ou moins longtemps et c'est plus ou moins fort en radioactivité, on va dire. C'est plus ou moins concentré, en effet, et donc cette concentration est directement liée à la dangerosité du déchet. Et alors quelle quantité ça représente un peu ces déchets? Donc il y a plutôt des faibles activités, moyennes activités, d'autres qui sont très actifs. Ouais. Quelle quantité ça représente chacun? Alors actuellement, les déchets les plus radioactifs représentent 10 000 mètres cubes de déchets à gérer. Donc c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, c'est toujours trop de toute façon d'un point de vue de la gestion des déchets. Par contre, c'est peu au regard en fait de tout le volume des déchets qui existent actuellement, qui était de 2 millions dont on a parlé un peu avant. Oui, c'est quelques pourcents finalement. Tout à fait. C'est quelques pourcents, c'est à peu près 3% du volume des déchets sont constitués par ces déchets les plus actifs. Et eux, par contre, ils correspondent à pratiquement toute la radioactivité. 99,9% de la radioactivité est contenue dans cette fraction, en tout cas, de volume de déchets.
Et alors, est-ce qu'on les traite tous de la même façon, du coup, ceux qui sont plus radioactifs, moins radioactifs? Non, alors on ne les traite pas pareil. Il y a donc plusieurs étapes. Alors, in fine, le but est de stocker les déchets. C'est actuellement la seule façon, en fait, reconnue même à l'international pour gérer les déchets. Attendre, c'est ça. Oui, les stocker et puis après attendre effectivement la décroissance radioactive. Mais avant ça, il y a donc plein d'opérations alors qui dépendent par exemple le combustible usé est sorti des réacteurs nucléaires et puis entreposé en surface pendant quelques années par exemple pour une première justement décroissance. Et puis ensuite le combustible est donc retraité actuellement à La Hague et au final on prépare un peu les déchets à être stockés après. Donc par exemple le combustible usé est recyclé. En tout cas retraité, on va extraire l'intérieur de gaines de combustible pour essayer de retirer le plus possible d'uranium-235, de matière fissile qui va être réutilisée ensuite dans les réacteurs. Retraité, c'est recyclé, c'est la même chose? Retraité, c'est l'ensemble en fait des opérations qui visent à modifier la forme de ce dont on parle en fait. Et recycler, alors non, le recyclage c'est encore autre chose, c'est pouvoir réutiliser le même matériau à d'autres fins. Donc en effet, ce qui sort ensuite du retraitement du combustible, il y a une petite partie qui en effet peut être réutilisée, et puis il y a par contre du déchet. Et alors l'idée est plutôt de réduire le volume des déchets, parce que plus on le réduit, moins on prend de place dans les futurs stockages. Et le déchet, donc le verre vitrifié, qui est donc le déchet un peu symbolique du retraitement du combustible, lui est mis dans des conteneurs après en acier. Et donc on compacte tout ça dans les conteneurs. Ouais, le but est en fait de produire des colis qui seront, on espère, le plus facile à stocker ensuite. Ok. Et pour les plus dangereux, quelle solution on envisage? Alors actuellement, la solution envisagée, c'est le stockage géologique de ces déchets-là. Donc géologique, ça signifie simplement en profondeur, relativement en profondeur dans une couche de terre, géologique. Ok. Alors on va voir qu'en France, justement, un projet de stockage géologique profond est à l'étude pour stocker les déchets les plus dangereux. C'est le projet CIGEO. On en discute avec vous et avec Lorraine. Place aux sciences en action. Alors s'il voit le jour, le projet d'enfouissement de nos déchets les plus radioactifs se trouvera entre la Meuse et la Haute-Marne, donc plutôt dans le nord-est de la France. Si on est allé fouiller à cet endroit-là, c'est pour cette roche que vous avez devant vous, cette roche grise. Qu'est-ce que c'est que cette roche un peu magique? Alors cette roche, c'est de l'argilite. C'est en effet la roche qui constitue en fait une couche dans cette zone-là de la France, donc à peu près 500 mètres de profondeur sur une épaisseur de plus de 100 mètres. D'accord, donc sur plus de 100 mètres, on sait que là on n'a que de l'argilite. Tout à fait, on a cette roche-là. En quoi elle est intéressante cette roche? Alors elle est intéressante parce que elle est fortement indurée, donc finalement le poids de toute la terre au-dessus fait qu'elle est quand même compactée. On n'est pas sur un argile utilisé pour faire de la poterie, par exemple, qui est visqueux et qui peut se déliter. Donc là, elle est vraiment très compactée, elle est très solide. Je la tiens dans ma main comme ça. Le nom argilite vient bien de l'argile. Tout à fait, absolument. Et elle est composée à plusieurs dizaines de pourcents d'argile. Et en fait, cette argile-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que ses caractéristiques chimiques font qu'en fait, elle va retenir chimiquement une bonne partie des radionucléides, alors tels qu'ils seront diffusés en fait dans la roche progressivement. Une capacité d'absorption? De rétention. Effectivement, on parle de rétention. Et ce qui fait qu'en fait, on espère, et il y a plein d'expérimentations qui le montrent, je vous rassure. Il suffit pas de croiser les doigts, ouais. Tout à fait, heureusement. On verra après aussi, que finalement, les radionucléides, ceux dont on cherche vraiment à retenir le plus longtemps possible en attendant leur décroissance, parcourent très peu de distance dans cette roche dans le temps. Ok. Alors aujourd'hui, les travaux du site de CIGEO n'ont pas commencé, c'est encore au stade de projet, ça n'a pas été complètement accepté. Mais l'ANDRA, dont on a parlé tout à l'heure, y mène des recherches depuis assez longtemps sur ce site-là pour améliorer nos connaissances. C'est le site de Bure, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok. Est-ce que l'IRSN est aussi présente à cet endroit-là pour faire des recherches? Pas du tout. Alors l'IRSN a son propre laboratoire de recherche sur le stockage géologique. On en parlera un peu plus en détail. Avec notre deuxième invité, oui. Tout à fait. On fera tout à l'heure. Effectivement, là, c'est vraiment le laboratoire de l'ANDRA qui a été créé dans les années 2000. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que le laboratoire fonctionne. Et l'ANDRA n'a pas l'autorisation de stocker les déchets dans ce laboratoire, mais simplement étudie. Alors, fait beaucoup d'expérimentations sur la roche, les interactions entre la roche et d'autres matériaux.
sur la construction, le comportement de cette roche dans le temps, en fait, pour finalement savoir à quel point on peut compter dessus. Voilà. Et l'ANDRA utilise ces recherches-là pour ensuite démontrer que le projet CIGEO est valable, sera sûr. Ok, et alors comment vous, avec votre équipe, vous intervenez dans l'expertise de ce dossier déposé par l'ANDRA? Alors, l'IRSN, donc dans la partie que je connais le mieux, qui est donc la partie contre-expertise de la sûreté des stockages de déchets, en fait, ce laboratoire travaille depuis déjà aussi longtemps que le laboratoire de l'ANDRA existe, reçoit des dossiers régulièrement. Alors ça fonctionne comme ça, l'autorité de sûreté reçoit des dossiers, les transmet à l'IRSN, à nous, qui ouvrons le dossier, regardons, on l'ouvre, on le lit, on fait ce qu'on appelle une préanalyse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les points sur lesquels on voudrait vérifier certains points. Et puis on entame une contre-expertise. Alors donc il y a beaucoup de personnes sont impliquées en fait à ce niveau-là. Donc il y a des chercheurs, des ingénieurs, des chercheurs dans l'équipe que je dirige. Et puis aussi dans l'IRSN, il y a d'autres personnes qui ont des spécialités qui sont utilisées pour aussi d'autres installations nucléaires, risque incendie, ventilation, corrosion, plein de spécialités comme ça. Et puis donc on réalise des expertises et puis à la fin on rend ce qu'on appelle du coup des avis. Donc des rapports d'expertise qui concluent sur la sûreté du dossier qu'on a pu examiner. Est-ce que vous avez un exemple, vous, de sujets sur lesquels vous portez votre regard avec votre équipe ? On en a beaucoup. On a beaucoup. La corrosion en est un. On fait attention aussi à l'incendie en particulier parce que le milieu du projet CIGEO sera souterrain. Et en fait, dans un milieu souterrain, un incendie est quand même encore plus dangereux que dans un milieu en fait ouvert où on peut imaginer par exemple que les pompiers puissent accéder facilement pour intervenir. Là en milieu souterrain c'est quand même très particulier. Il y a environ 270 km de galeries qui seront créés si le projet CIGEO est autorisé, ce qui fait que c'est pas du tout évident, par exemple en termes d'intervention sur l'incendie. C'est des galeries où il y aura des gens qui passeront dedans, ou c'est que des machines? Alors ça dépend à quels endroits. Il y a certains endroits qui sont bien sûr interdits, qui seront interdits à toute intervention humaine si le stockage est créé. Et puis il y a d'autres endroits où finalement les déchets nucléaires seront suffisamment protégés pour permettre que des gens passent autour, fassent des interventions de maintenance sur les équipements par exemple. D'accord. Bon alors ce projet CIGEO c'est un vrai dédale de galerie, vous en avez parlé, c'est censé être une prouesse du génie minier. Des mines, ça fait longtemps qu'on n'en a plus forcément de ce type-là en France. Est-ce qu'on a encore les capacités de construire ce genre d'édifice, de creuser ce genre d'édifice? Alors c'est étudié, il y a effectivement des enjeux qui sont particuliers. Il y a un enjeu dont je voudrais parler en fait qui est, on est dans un paradigme complètement différent d'une mine où au contraire on cherche à extraire ce qui nous intéresse de la mine. Là c'est exactement l'inverse, on cherche à venir perturber la roche le moins possible. Ah, il ne faut pas qu'elle bouge, sinon on crée des fissures, c'est ça? Tout à fait. La roche est le composant principal sur lequel la sûreté du stockage à long terme est fondée. Et donc l'IRSN vérifie qu'en fait, en effet, en creusant dans cette roche, on ne perturbe pas trop, on ne crée pas finalement des courts-circuits de cette roche qui empêcherait finalement qu'elle assure ce rôle de rétention des radionucléides. Donc on cherche, au contraire du génie minier, à endommager le moins possible la roche en creusant. Et vous, dans vos recherches, vous faites aussi des modélisations, je crois, où justement vous allez regarder qu'est-ce qui se passe sur le long terme, le moyen terme, si ça craque, s'il y a un incendie, comment on gère tout ça? Absolument, c'est l'un des points vraiment les plus intéressants à mon sens sur la gestion des déchets radioactifs, c'est qu'en fait on réfléchit sur des durées de vie, enfin des durées tout court qui sont en fait énormes. Le stockage géologique, pour pouvoir assurer son rôle de protection, doit précisément être fonctionnel pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et c'est en fait un défi énorme qui finalement est assez peu technique, c'est sur des choses qui sont assez peu sophistiquées. Finalement, on creuse, on fait des trous, on met des déchets, on ferme. On peut penser que c'est assez peu sophistiqué. Pour être sûr que ce soit fonctionnel et pouvoir compter dessus sur plusieurs centaines de milliers d'années, c'est en fait quelque chose de vraiment compliqué. Et donc en effet, du coup, mon équipe s'appuie sur des modélisations qui sont faites donc à l'aide de moyens numériques avec justement des fonctions en fait chiffrées et puis après sur des modélisations en fait qui vont traduire le potentiel de rétention de la roche, les flux d'eau, voilà. Et il faut énormément de données pour. Tout à fait. Il faut énormément de données. Il faut beaucoup aussi de capacité de calcul. Et la force de l'IRSN précisément, c'est que on a développé notre propre code de calcul qui permet de faire ça. Et on a toute liberté de pouvoir créer des scénarios qui modélisent, par exemple, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une faille
finalement, qu'on n'aurait pas détecté initialement, qui traverserait le stockage. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'incidence sur l'homme et l'environnement ensuite? Et si un jour on trouvait une solution magique pour traiter nos déchets et les rendre absolument inactifs, est-ce qu'on pourrait aller les récupérer sous terre? Alors oui, la loi impose à l'ANDRA de concevoir un projet de stockage qui soit réversible pendant la durée de la phase d'exploitation. La durée de la phase d'exploitation, c'est la durée qui est nécessaire en fait à l'ANDRA pour prendre les colis de déchets et les descendre dans les alvéoles. Ça se fait pas vite. Enfin, ça se fait à un certain rythme. Ça prendrait combien de temps? Au vu du volume de déchets, ça prendrait plus de 100 ans. D'accord. Plus de 100 ans à tout aller entreposer comme ça? À tout prendre les déchets et à les descendre. Par contre, une fois que la phase d'exploitation est terminée, c'est compliqué de tout rouvrir et d'aller récupérer les déchets. Là, c'est plus possible? C'est de toute façon plus difficile que quand le stockage est ouvert. Après, l'ANDRA n'est pas tenu de prouver que c'est possible de le faire. Après, il appartiendra à ceux qui seront à ce moment-là de voir à quel point on aurait intérêt à venir réouvrir. Si le projet c'est pas quelque chose, c'est pas un objectif en tout cas du projet. Mais l'objectif, une fois qu'on a mis donc tous ces déchets, qu'on les a entreposés, on ferme et c'est hermétique et on oublie un peu. Alors, on le ferme, c'est hermétique dans la mesure où en fait l'ANDRA conçoit des ouvrages qui s'appellent des ouvrages de scellement, qui visent en fait à restituer les propriétés de confinement de la roche autant que possible. Donc l'ANDRA étudie depuis déjà longtemps, et c'est prévu encore qu'elle continue à faire des expérimentations pour montrer que si on met en place telle argile dans telle proportion, en mettant tel type de matériaux, on puisse en fait reconstituer localement, pas sur tout le stockage, mais on puisse reconstituer sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres, un noyau argileux qui permette en fait de venir en effet boucher à long terme avec l'eau qui viendra, que ça vienne colmater en fait ces trous-là. Très bien. Alors, figurez-vous qu'un projet similaire à CIGEO existe aux États-Unis et depuis son ouverture en 1999, il a déjà connu 2 accidents. Marine, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. On découvre ça dans le coup d'œil du jour. Quand on parle d'accidents dans le nucléaire, on pense tout de suite à Tchernobyl et à Fukushima, mais on oublie souvent les déchets nucléaires et les risques liés à leur stockage. Alors sauf vous, bien sûr Camille, c'est votre métier. D'ailleurs, en tant que spécialiste du sujet, vous connaissez sûrement bien l'accident dont je vais parler, ou plutôt les accidents puisqu'il y en a eu 2. Ça s'est passé au WIPP, le Waste Isolation Pilot Plant, un centre de stockage de déchets radioactifs aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique. Le WIPP, c'est un peu le cousin américain du projet CIGEO. Depuis 1999, on y enfouit des déchets radioactifs issus de l'industrie militaire dans des couches de sel à plus de 650 mètres de profondeur. La phase de stockage prévue pour 25 ans était censée se dérouler sans problème, sauf qu'elle ne s'est pas déroulée sans problème. Le 5 février 2014, un employé qui transportait du sel par camion dans les galeries souterraines remarque une lueur orange sous son camion. Cette lueur orange, c'est un départ de feu. L'employé n'arrive pas à l'éteindre, l'incendie s'aggrave, alors il prévient le centre de contrôle qui ordonne l'évacuation des galeries et les 86 personnes qui travaillaient sous terre regagnent la surface. Au bout du compte, on finit par maîtriser l'incendie sans qu'il ne fasse trop de dégâts. Ok, donc plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, mais quand même beaucoup de peur parce que ce genre d'accident n'est pas censé se produire et s'il s'est produit, c'est à cause d'une succession d'erreurs. D'abord, le camion a pris feu à cause d'un mauvais entretien. Bien avant l'incendie, il était déjà tombé en panne plusieurs fois, dont 17 fois à cause d'une fuite de fluide hydraulique. Le fluide hydraulique, c'est un lubrifiant qui joue un rôle important dans le fonctionnement du véhicule. Et le problème, c'est que dans ce camion, on avait mis un fluide hydraulique inflammable. Je vous laisse deviner pourquoi c'était pas une bonne idée. Mais c'est pas la seule boulette. L'employé qui a découvert le feu n'était pas assez formé au risque d'incendie et donc il n'a pas immédiatement utilisé le bon extincteur. Ça a laissé le temps à l'incendie de se propager. Ensuite, quand le centre de contrôle a été prévenu, un des gestionnaires a eu la bonne idée de passer la ventilation en mode filtration, ce qui n'est pas du tout la procédure à suivre en cas d'incendie. Résultat, ça a ralenti l'extraction des fumées et ça a mis en danger les employés qui étaient sous terre. D'ailleurs, en parlant des employés, ils ont aussi eu du mal à évacuer parce que les galeries étaient encombrées par du matériel mal rangé. À ça, on ajoute le fait que la plupart des appareils respiratoires de secours étaient en panne. Finalement, on est presque étonné que ça n'ait pas viré au drame. Ouais, ils l'ont un peu cherché quand même. C'est pas le seul accident en tout cas, tu parlais d'un deuxième événement. Oui, parce qu'en plus, c'est pas fini. 9 jours plus tard, le 14 février, un colis de déchets radioactifs a explosé dans une des chambres. Alors heureusement, depuis l'incendie, les galeries étaient fermées, donc personne n'était présent sous terre au moment de l'explosion. La ventilation a de nouveau été mise en mode filtration, cette fois-ci pour les bonnes raisons. Ça sert à décontaminer l'air avant qu'il soit rejeté à la surface. Mais encore une fois, ça a raté. Le système de filtration était usé à cause du sel et une partie de l'air contaminé a pollué la surface.
traces. Au total, on a trouvé des traces de plutonium et d'américium dans l'organisme d'une vingtaine d'employés. Alors les doses étaient très faibles, mais ça n'aurait pas dû arriver. Et c'est arrivé parce que le système de filtration n'avait pas été contrôlé suffisamment rigoureusement, et surtout parce que le colis qui a explosé dans un premier temps n'était pas conforme aux normes de sûreté. En fait, ce colis contenait des sels de nitrate qui réagissent très fortement avec les matières organiques comme la cellulose. Et par réagir très fortement, je veux dire qu'il y a un risque que la température s'emballe spontanément. Or, au moment du conditionnement, quand on a fait le colis de déchets, on a utilisé un absorbant, en l'occurrence de la litière pour chat. C'est étonnant ça, la litière pour chat. Alors le problème, c'est pas d'utiliser de la litière, c'est un absorbant plutôt répandu. Le souci, c'était que c'était de la litière organique à base de cellulose. Donc vous connaissez la suite, sel de nitrate plus cellulose égale explosion. Au final, entre la décontamination et les travaux pour améliorer la ventilation, l'exploitation a pris 3 ans de retard. Et alors comme tu disais, le WIP c'est le cousin de CIGEO. C'est pas hyper rassurant tout ça. C'est sûr que ça refroidit, d'autant plus que d'autres sites de stockage souterrain ont déjà connu des accidents similaires. En France, par exemple, on a le projet Stocamine, un site d'enfouissement de déchets pas nucléaires mais toxiques en Alsace, qui a lui aussi connu un incendie en 2002 suite à l'entreposage de déchets interdits. Autant dire qu'il faudra se montrer irréprochable au niveau de la sûreté pour convaincre la société que CIGEO a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc voilà, c'est un peu affaire à suivre, quoi. Camille, est-ce qu'on tire des leçons de cet événement, de ces 2 événements pour la construction de CIGEO ? Oui, en effet, effectivement, comme Marine vient de le rappeler, il y a eu une série de défaillances vraiment importantes qui ont mené à ces accidents-là. Évidemment, le but de l'IRSN est de vérifier que les conditions ne seront pas là pour créer ces accidents-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différences qui existent en fait, entre le projet CIGEO et puis le WIP américain. En revanche, nous, à l'IRSN, en tout cas, on a vraiment eu l'attention attirée sur plusieurs choses dont il fallait vraiment s'assurer pour la suite. Donc ça a permis en fait, effectivement de mettre en évidence que le rôle des colis, la première barrière, on appelle ça les barrières de confinement, qui sont mis en œuvre dans le stockage, il faut pouvoir compter dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre en stockage des colis qui d'un coup se mettent à exploser, évidemment. Donc, alors c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire, il faut le dire. En pratique, les colis de déchets sont parfois produits depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, est-ce qu'on a perdu la mémoire de ce qui contenait initialement ? Quelle marge on prend pour être certain qu'il n'y ait pas ce genre de choses ? Il y a évidemment des enjeux liés à la surveillance de ces colis. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, même si on a perdu la connaissance, pour quand même y accéder, puis regarder de quoi ils sont composés et vérifier qu'il n'y aura jamais d'accident de ce type. Voilà, on a aussi vu l'importance du système de contrôle du WIP qui a montré certaines faiblesses en fait. Donc effectivement pour le retour d'expérience français c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et puis l'ASN a fait des demandes à l'égard de l'ANDRA de montrer comment l'ANDRA prend ce retour d'expérience en compte pour la conception de CIGEO. Mais donc le but dans l'ensemble c'est d'apprendre des erreurs des autres pour ne pas les reproduire. Tout à fait. Bon, en tout cas, vous veillez au grain et on est un peu rassurés. Merci à toutes les deux. Alors, on l'a vu, avec le projet CIGEO, la France prévoit de stocker ses déchets radioactifs les plus dangereux en profondeur. Et comme vous pouvez l'imaginer, la conception de cette installation n'est pas laissée au hasard. À l'IRSN, les scientifiques analysent de près chaque décision pour évaluer le niveau de sûreté. Alors, à quoi faut-il prêter attention ? Comment mener ces analyses ? Et quelles sont les conséquences sur la conception du futur site ? Notre prochain invité nous emmène dans le laboratoire de recherche souterrain de l'IRSN, un lieu unique en son genre, place à l'esprit d'équipe. Bonjour Alexandre Dozer, bienvenue sur le plateau de Science en Question. Bonjour. Alors, vous êtes chef du laboratoire de recherche sur le stockage géologique à l'IRSN et vous travaillez, donc je le disais juste avant, dans un lieu un peu exceptionnel, c'est le laboratoire de recherche de Tournemire. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu exceptionnel ? Tout à fait, un laboratoire exceptionnel, vous l'avez dit Jean, car il est dans un cadre exceptionnel. On est au sud du parc naturel régional des Grands Causses, dans le sud Aveyron. On voit une image là un peu du décor autour. Absolument, c'est un cadre préservé, c'est un parc naturel régional, avec toute espèce de faune, de flore, et c'est un endroit assez unique en son genre en effet. Et alors, à l'origine, c'était quoi c'est un tunnel déjà, ce laboratoire ? Tout à fait. Initialement, c'est un tunnel ferroviaire qui a été creusé à la fin du 19e siècle, entre 1882 et 1888, pendant 6 ans. Okay. Au pic, sans autre matériel que cela, sur 1885 mètres de long, près de 2 km. Dans la roche ? Dans la roche. Et pour notre plus grand bonheur, aujourd'hui, il traverse une roche argileuse très similaire à la roche argileuse dont vous a parlé Camille à Bure. C'est là l'intérêt du site, j'imagine. Absolument, absolument. Et alors, on y fait quoi dans ce lieu ? On voit encore des images. Donc là, il y a
y a beaucoup de galeries. Il y a notamment celle là où passait le train, mais est-ce qu'on a d'autres galeries aujourd'hui? Comment ça se présente? L'IRSN, depuis 1996, creuse des galeries pour ses besoins expérimentaux. Nous en avons entre 7 et 8. Et quel genre d'expérimentation vous menez alors dans ce tunnel? Alors, toute expérimentation qui sont utiles pour l'expertise de sûreté de l'IRSN, ça va de l'étude de la roche, c'est notre thématique historique. On a depuis plus de 2 décennies réalisé la carte d'identité de la roche pour comprendre comment l'eau est transportée dans cette roche, quelle est la composition minéralogique, chimique, on veut tout savoir d'elle. Okay. Et après, eh bien, nous travaillons aussi sur les matériaux que l'ANDRA prévoit de mettre à l'intérieur du stockage, et donc les aciers, les bétons par exemple, ou encore les dispositifs de scellement dont vous a parlé Camille il y a quelques minutes. Où est-ce qu'on retrouve le béton et l'acier dans le site de Cigéo? Alors, l'image qu'on doit garder, c'est que Cigéo va proposer, s'il est accepté, 2 options principales, 2 types de galeries. Okay. D'alvéoles de stockage, plus précisément. Ces alvéoles, il y a les alvéoles pour les déchets haute activité, qu'on appelle tout acier. Voilà, ces alvéoles-là mesureraient 100 à 150 mètres de long et seraient composées d'acier, d'un chemisage, de composants en acier. Et vous avez ensuite les alvéoles de déchets de moyenne activité à vie longue qui, elles, seront ce qu'on appelle dans le jargon le tout béton. Ce sont des tunnels, là on parle d'ouvrages de près de 500 mètres de long, 10 mètres de diamètre excavé, c'est vraiment des très gros tunnels, et qui sont recouverts de béton avec des conteneurs de stockage en béton. Donc 2 types d'environnements très différents. D'accord, donc d'où l'importance aussi d'aller voir comment ça interagit avec la roche. Et alors, quel est le risque si cette roche est en contact avec le béton et l'acier? Qu'est-ce qui se passe? Prenons l'exemple du béton. Ouais. Quand vous coulez une chape de ciment dans votre jardin pour faire une cabane de jardin par exemple, prévoyez bien de vous protéger parce qu'il y a ce qu'on appelle la gale du béton. Elle est due à quoi? Elle est due à la potasse et à la soude qu'on trouve en grande quantité dans l'eau du béton. Ouais. Et cette potasse et cette soude, quand vous allez mettre le béton en contact de la roche argileuse qui n'en contient pas, la nature n'aimant pas les déséquilibres, va aller vers la roche argileuse et potentiellement la détériorer. Quoi, une sorte de diffusion des... Absolument, Jean. C'est une diffusion des éléments du béton vers la roche argileuse, mais en même temps, la roche argileuse, elle, qui contient de l'eau naturelle, cette roche, elle a à peu près 15 à 20% de vide, de ce qu'on appelle de porosité, et quand elle est sur site, elle contient de l'eau. Et cette eau, c'est une eau naturelle, on pourrait presque la boire en fait, c'est une eau minérale, eh bien elle a un pH qui est à 7, un pH neutre pour simplifier, alors que le béton, c'est un pH à 13. Les déséquilibres, la nature n'aime pas ça, donc de part et d'autre de l'interface entre le béton et l'argile, nous allons avoir ces mécanismes de diffusion de l'argile vers le béton, qui va également dégrader les matériaux cimentaires, et du béton vers l'argile. Et alors, vous avez étudié ce phénomène dans le laboratoire de Tournemire. Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, concernant ces interactions entre les bétons et les argiles, ce que l'on a observé, c'est que finalement, c'est l'eau des bétons qui rentre dans l'argile est assez rapidement tamponnée. Alors, tamponnée, c'est-à-dire la perturbation est rapidement arrêtée par justement le potentiel d'absorption, rétention de la roche dont vous parliez précédemment. Et que, par contre, l'eau qui vient de l'argile a un pouvoir dégradant pour les ouvrages cimentaires qu'il faut prendre en compte et dont on parle dans nos expertises de sûreté. Et alors, concernant l'acier, plutôt, là, quel est le risque quand elle est en contact avec la roche? Alors, c'est très différent. Il faut savoir tout d'abord que la roche, argileuse comme celle-ci, elle est en équilibre avec ce qu'on appelle dans notre jargon un milieu réducteur, c'est-à-dire sans ou avec très peu d'oxygène, on va dire sans oxygène. Quand vous allez creuser un ouvrage, vous allez forcément apporter de l'air et apporter de l'oxygène à une teneur de 21%, c'est ce qu'on respire dans cette pièce actuelle. Oui, c'est finalement l'air de la surface qui arrive en profondeur. Absolument. Et les vitesses de corrosion d'un matériau métallique, prenons l'exemple de la chaîne de vélo, en présence d'eau, d'humidité et d'oxygène, vous allez avoir le mécanisme de rouille si vous ne protégez pas votre chaîne. C'est un petit peu pareil pour les colis en acier. Alors il y a plusieurs nuances d'acier et grâce à cela l'ANDRA peut un petit peu réduire cette problématique. Il va y avoir une problématique de corrosion lors de la présence d'oxygène. Et d'où le besoin d'avoir une période où l'oxygène est présent dans l'alvéole de stockage la plus courte possible. Et donc le risque, c'est assez évident, mais le risque de corrosion, c'est qu'après, du coup, on perd l'étanchéité finalement de la zone de stockage. Des surconteneurs, en effet. Des surconteneurs. Ouais. Et alors, ces vitesses de corrosion, c'est de quel ordre Alors, en milieu argileux, s'il n'y avait pas d'oxygène, les vitesses de corrosion, c'est entre 1 et 10 microns par an.
Ça paraît, Ça paraît très peu, faible, quoi. mais on parle d'un stockage qui doit durer assez longtemps et surtout on demande aux colis, aux conteneurs de déchets de durer à peu près 500 ans en termes d'étanchéité. Donc il faut dimensionner l'épaisseur des surconteneurs de colis pour des colis de déchets pour cette période. Alors, je voudrais qu'on regarde une vidéo parce que vous avez réussi à mettre en évidence ce phénomène de corrosion. Alors, on voit la vidéo à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce qu'on voit là actuellement? Oui, alors cette espèce de sandwich que vous voyez, c'est une radiographie, c'est ce qu'on appelle une microtomographie de rayons X, où au milieu vous avez la pastille d'acier. C'est une pastille d'acier qui a été piégée en 1999 dans notre laboratoire de Tournemire. Donc c'est ce qui est en gris là, ce qu'on voit gris clair. Ouais. Absolument, et la partie grise foncée que vous voyez autour qui est en train de disparaître pour laisser place à la visualisation du fer qui a diffusé dans la roche, eh bien c'est notre roche à Tournemire, hein, pas à Bure. Voilà, c'est une expérience que nous avons conduite à Tournemire pendant près de 10 ans. Et alors que montre cette image? Ça montre vraiment la diffusion de comment la roche grignote en gros l'acier, quoi. Ce que l'on voit, c'est alors les niveaux de gris nous montrent que la pastille d'acier est en effet corrodée et que le fer qui en ressort, c'est ce que cette image nous montre maintenant. Les panaches verts que vous voyez à la place de l'argile, c'est l'acier qui diffuse dans la roche argileuse. Voilà. Okay. Donc ça nous permet d'avoir une idée de la profondeur après 10 ans de diffusion du fer dans la roche. C'est étonnant de voir ça, c'est fou. Et alors, quelle solution prévoit l'Andra pour faire face à ces problèmes, à la fois pour le béton et aussi pour l'acier? Oui, ces résultats, et surtout les résultats de l'Andra, ont conduit au fur et à mesure à des évolutions de concept. Et d'ailleurs, notre recherche doit s'adapter systématiquement à ces évolutions de concept. Donc, ça veut dire que vous réévaluez systématiquement les nouvelles idées qu'ils ont On va réévaluer si on voit un enjeu de sûreté associé. Il peut y avoir des évolutions de concept technologiques qui ne revêtent pas un enjeu de sûreté particulier. Camille, est-ce que les données qui sont produites à Tournemire peuvent vous aider pour construire vos modèles? Ah, elles peuvent et même elles le font. Ouais. Effectivement, les expériences effectivement que l'équipe d'Alexandre et Alexandre mènent, en fait, nous servent directement à pouvoir un peu confronter ce que l'Andra présente dans ses dossiers de sûreté. Donc, par exemple, sur la corrosion, il y a des enjeux qui sont importants. Pas tant vis-à-vis du long terme, parce que finalement, le conteneur va se corroder relativement vite au regard de la durée de fonctionnement du stockage. Mais par exemple, pendant la phase de fonctionnement, pendant toute la phase où l'Andra va prendre les colis de déchets et les mettre en profondeur jusqu'à la fermeture, c'est quand même plus de 100 ans, c'est relativement long, une corrosion importante pourrait empêcher l'Andra de venir retirer les colis pour répondre à l'objectif de récupérabilité de ces colis, par exemple. Il y a aussi un autre aspect qui est la genèse en fait, de gaz. La corrosion génère du dihydrogène en fait, qui pourrait, dans certaines conditions, mener à une atmosphère explosive, en fait, inflammable. Et donc, qui, évidemment, est quelque chose pas souhaité pour l'exploitation du stockage. Donc, toutes ces données-là nous servent dans l'expertise, clairement, de sûreté très concrète. C'est assez vertigineux de voir tous les sujets qu'il y a à traiter pour être sûr de s'assurer de la sûreté de ce projet. On s'ennuie peu. Alors évidemment, le projet CIGEO suscite pas mal d'interrogations, de débats, d'inquiétudes. Lorraine est allée à la rencontre des gens pour connaître leur avis sur le sujet. Écoutez les réactions qu'elle a recueillies. Ça m'inquiète pas pour l'instant, mais je suis pas assez informé sur le sujet. C'est pas un sujet qui est traité d'une manière très très transparente. Comment ils peuvent savoir sur plusieurs milliers d'années comment ça va? Il y a les nappes phréatiques, il y a les plaques tectoniques qui bougent, il y a plein de choses. C'est compliqué parce que je me dis, si on enterre des déchets nucléaires, ça pourrait avoir un effet sur les plantations et tout. Du coup, ça pourrait avoir un grand impact sur l'agriculture. Je me dis c'est un peu nocif pour nous aussi parce qu'on en mange. Est-ce que c'est vraiment bien de remettre quelque chose dans la terre plutôt que de la préserver aussi? Je pense que non, tu vois. Après, je sais pas quelles sont les conséquences à long terme. Mais je pourrais toujours fermer les yeux comme tout le monde pour pas être inquiète, tu vois. Moi, je suis sûr que ça va remonter après. Et comment ils ont été stockés, les déchets? Est-ce que c'est des choses bien hermétiques, qui rouillent pas? On critique beaucoup le nucléaire, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui, au final, pollue pas beaucoup. Mais pollue pas beaucoup sur une période courte. C'est vrai que si on regarde dans les années qui viennent, c'est peut-être un sujet. Mais le sujet, c'est aussi la recherche. Mais dans plus de 3000 ans, est-ce que les descendants, nos descendants, arriveront à lire le truc attention, ça sera peut-être une autre écriture, peut-être, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est de l'inconscience, c'est dangereux.
Non, mais c'est un petit peu... Non, mais de toute façon, dans le nucléaire, c'est tellement complexe et technique qu'effectivement... moi, j'ai pas d'expertise, c'est ça, quoi. Donc c'est vraiment le problème. Je voudrais rebondir sur cette dernière intervention. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, c'est compliqué, ils sont peu informés. C'est un sujet qui est hyper technique, avec des questions de sûreté majeures. Et en même temps, c'est un vrai enjeu de société où on aimerait que la plupart des citoyens puissent prendre part et décider de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets nucléaires. Comment on fait pour informer correctement les gens et avoir une décision qui soit la plus démocratique possible sur ce projet CIGEO ? Actuellement, nous sommes en train d'étudier pendant une période de 2 ans et demi la demande d'autorisation de création de CIGEO. Nous sommes en train de l'expertiser au moment où je vous parle. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place, mais ce n'est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière, un dialogue technique. D'accord. Avec des membres de la société civile, des associations, des collectifs, etc., des CLI, des commissions locales de suivi, etc., des sites nucléaires en France. Et dans ce cadre-là, on se réunit très régulièrement pour partager sur les sujets techniques que nous expertisons. Donc ce travail de vulgarisation d'une part, mais aussi de montée en compétence de la société civile, l'IRSN le joue à plein. Et je pense aussi aux décideurs politiques, puisque la question du stockage géologique, c'est des choses qui ont été votées à l'Assemblée, de choisir qu'on se fixe sur cette solution et on fait des recherches sur cette solution-là. C'est des députés qui ont voté ça. Est-ce que vous avez l'impression que le corps politique est assez informé sur ces questions-là ? Je pense qu'on a la prétention de dire que nos travaux contribuent, on l'espère, en fait, à leur information aussi. En fait, c'est aussi un public quelque part à qui on pourrait destiner nos travaux. En effet, après, je pense que les décisions qui ont été prises pour dire qu'on favorise la solution de stockage de déchets est la solution pérenne et c'est celle-ci qu'on va mettre en œuvre. Cette décision-là, certains estiment qu'elle a été prise en ne tenant pas suffisamment compte précisément des débats publics, puisqu'il y a eu des débats publics avant ces décisions, et qu'en fait, il faudrait réexaminer ces décisions. Et effectivement, certaines personnes en sont très mécontentes, et donc il y a un climat peut-être qui n'est pas forcément entièrement serein par rapport à ce sujet, oui. Est-ce qu'il y a d'autres paroles sur lesquelles vous voudriez réagir ? Oui, je souhaiterais réagir notamment sur la question du temps long. Le temps long, c'est la clé. Le temps long nous est systématiquement opposé dans les discussions avec la société civile et même entre nous. On en parle souvent et le temps long, il peut être approché de différentes façons. Il est approché via les modélisations que peut faire Camille avec son équipe. Il y a une autre approche, c'est celle d'aller chercher les analogues archéologiques, par exemple. Et justement, pas plus tard que dans 2 semaines, nous nous rendons dans la baie de Naples avec l'un de mes collègues pour aller à Misène, un ancien port militaire romain, où au 1er siècle, ils ont construit un pont romain, et les méthodologies sont très connues sur la fabrication des ciments romains. Il y a des articles de vulgarisation très nombreux dans la littérature, où nous souhaitons voir comment, au bout de 1900, presque 2000 ans de vieillissement, en eau de mer, ces bétons vieillis. D'accord. Et sur la question du temps long, il posait aussi la question, ce monsieur, de savoir comment on va transmettre aux générations futures. Parfois, peut-être, il y aura la civilisation aura évolué, on ne parlera peut-être pas la même langue. Comment on informe les gens que sous leurs pieds, il y a potentiellement des matériaux dangereux ? Ouais, rien que ce questionnement-là fait en soi l'objet déjà de recherche, de la part de l'ANDRA en premier lieu, sur comment on fait pour être sûr qu'on pourra, alors déjà le support matériel de où on met l'information, quelles informations sont sélectionnées, parce que finalement, actuellement, on a énormément d'informations, mais si on en met trop, ça risque de plus être pertinent par rapport à l'objectif qui est de prévenir du danger. Et puis la langue, en effet, il y a même la langue évolue tout le temps, et puis il y a quelques milliers d'années, on a déjà eu du mal à comprendre ce qui était écrit. Donc c'est en effet un champ de recherche, et il y a des enjeux déjà en soi par rapport à ça. Est-ce qu'on prévoit un plan B ou un site B au cas où il y aurait un problème avec CIGEO ? Non. Okay. Non, actuellement, il n'y a pas de site B qui est envisagé. Je pense que là, tous les regards et tous les travaux, toute l'énergie est concentrée en effet sur le projet CIGEO actuel. Ok. Eh ben, c'est parfaitement clair, merci à tous les deux. Alors dans la prochaine séquence, on va voir que vous auriez pu avoir une vie complètement différente, tous les deux. Marine va nous expliquer ça, c'est l'heure de notre séquence en coulisses. Cette séquence, on aime bien la commencer par un petit challenge. Vous avez chacun 30 secondes pour vous présenter. Camille, vous êtes la première à passer. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller ? On peut y aller. Alors, top chrono.
Alors, après mon baccalauréat, je me suis inscrite à la fois à l'université pour tenter un parcours de médecine et puis en classe préparatoire pour faire ingénieur. Au final, la voie ingénieur l'a emporté sur la médecine. J'ai fait un an de classe préparatoire, j'ai intégré ensuite l'école des mines de Nantes parce qu'il y avait une spécialité déjà nucléaire à la base. J'ai fait un an ensuite d'échange à Montréal, à l'école Polytechnique de Montréal pour un petit peu être vraiment là par contre dans la physique, vraiment de quantique même. Et puis ensuite, j'ai terminé par un master en alternance. C'est comme ça que j'ai découvert l'IRSN et j'y suis restée. Bravo Camille. Perdu mais accepté. Ouais, un peu perdu quand même. Alexandre, c'est à vous, même règle, 30 secondes pour vous présenter. Est-ce qu'on peut lancer le chrono? Allons-y. Bon, allez, c'est parti. Donc après un bac scientifique Sciences et Vie de la Terre au lycée pilote innovant du Futuroscope, c'est original, j'ai intégré l'université de Poitiers pour un DUG en sciences de la Terre et de l'univers, puis une licence dans le même domaine, avant de me spécialiser dans la problématique du vieillissement des matériaux, des argiles, et j'ai fait donc un master à la fois recherche et professionnel à l'époque, ancien DESS et DEA. Super. Avant, 5 secondes. Avant une thèse évidemment. Bon, merci à tous les deux. On est resté un petit peu en surface, évidemment. Vous vous doutez bien qu'on va creuser un peu pour en savoir plus. Donc Camille, par exemple, vous expliquiez que vous aviez considéré la médecine. Qu'est-ce qui vous a détourné de cette voie et pourquoi le nucléaire ensuite ? Alors, la raison pour laquelle finalement j'ai choisi de ne pas faire médecine, c'est parce que j'avais eu l'impression que finalement faire médecine j'allais être un peu enfermée dans un domaine, j'allais pas pouvoir un petit peu toucher à tout, j'avais un peu peur de ne pas avoir la vocation finalement qui permette au fait d'être heureux dans son métier. Donc c'est pour ça que finalement j'ai choisi la partie effectivement ingénieur, où j'imaginais qu'effectivement on pouvait faire des choses plus différentes, adapter un petit peu le parcours ensuite. Et une fois que vous vous êtes engagé dans la voie ingénieur, comment vous vous êtes intéressé au nucléaire ou à la sûreté nucléaire ? Alors j'avais un excellent souvenir du programme de physique et en particulier du programme de physique de terminale où on abordait la question de radioactivité et j'avais été particulièrement intéressée par cette partie-là et en fait ça a été un petit peu un fil conducteur dans la suite de mon parcours. Et en arrivant dans le domaine nucléaire, du coup vous avez trouvé votre bonheur alors le fait de pouvoir toucher à tout? Oui, j'ai trouvé mon bonheur absolument parce que j'ai plutôt tendance à faire plusieurs choses, à changer d'activité. Puis finalement, ça fait maintenant 12 ans que je suis à l'IRSN dans le domaine de la gestion des déchets. Et finalement, quand on travaille dans la sûreté, un peu comme les médecins, le but c'est de protéger aussi à terme la santé humaine. Est-ce que vous considérez que c'est une dimension importante de votre activité ? Oui, tout à fait. En fait, cet intérêt-là pour le corps humain, la santé, la façon dont fonctionne le corps, c'est quand même une machine qu'aucun ingénieur, même le meilleur au monde, peut reproduire, ne peut même comprendre en fait finalement. Donc ça, c'est une source, pour moi, de fascination en fait perpétuelle. Et puis finalement, ce que je remarque, c'est que ça me permet en fait de me raccrocher, de me rappeler en fait la responsabilité qu'on a de protéger l'homme en particulier, puis l'environnement aussi. Donc finalement, le fait d'avoir gardé cet intérêt pour la médecine, ça continue de nourrir un peu vos réflexions par rapport à votre métier. Alexandre, j'imagine que ça vous parle un petit peu parce que vous avez il y a des similitudes dans vos parcours. Votre rêve à vous, c'était de devenir garde forestier dans un parc national. Vous n'avez pas suivi cette voie, mais par contre, comme Camille, vous avez gardé cette passion. Ça prend quelle forme aujourd'hui dans votre vie ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous me recevez en tant que docteur et en tant que chef de laboratoire, mais j'étais pas un élève très brillant quand j'étais au lycée, ce qui m'a justement empêché d'intégrer la formation qui m'aurait permis de pouvoir aller vers les parcs nationaux et travailler dans la gestion et protection de la nature plus précisément. Mais j'ai quand même été vers la géologie. Alors le parcours a été un petit peu accidenté parce que ce n'était pas mon intention première. Et puis de toute façon, comme je fonctionne beaucoup avec la passion, j'ai pris goût et petit à petit, c'est devenu de plus en plus facile. Et aujourd'hui, finalement, si travailler sur le stockage géologique via des recherches n'est pas un peu travailler sur la protection de l'environnement aussi, voilà, je pense que c'est le cas. Oui, donc le message, c'est que même si on n'en fait pas forcément sa voie professionnelle, on n'est pas obligé d'abandonner forcément complètement un intérêt qu'on peut avoir. Aujourd'hui, vous êtes chef de laboratoire. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier ? Créer les conditions de la création, de la créativité et de l'animation. Créer les conditions pour que les gens se sentent bien. Les chercheurs ont besoin d'avoir l'esprit clair et les mains relativement libres pour pouvoir créer. Et ces conditions de la créativité sont la clé pour produire de la connaissance et ensuite nourrir cette expertise de sûreté qui est menée par l'équipe de Camille. Forcément, quand on est dans un poste à responsabilité, on passe moins de temps à la paillasse, on est plutôt dans de la coordination, mais ça vous permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale des projets de recherche. Est-ce que c'est quelque chose que vous affectionnez ? Vous avez tout dit. Ça a été dur la transition en 2017 quand j'ai pris ces fonctions-là, après avoir mené des recherches sur le vieillissement des bétons notamment. Mais aujourd'hui, c'est vraiment
un grand plaisir. C'est pour ça que je parlais de métier passion, parce que mettre les conditions pour que les autres réussissent, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant, tant sur le plan humain que financier que matériel. Pour finir, on a peut-être un petit message à faire passer. Alexandre, en préparant cette émission, vous m'avez confié que dans votre parcours, vous aviez été confronté à des propos un peu décourageants. Qu'est-ce que vous en retirez avec du recul? Est-ce qu'à l'époque, ça vous avait beaucoup affecté? C'est l'expérience de la vie, c'est-à-dire que des fois, on va avoir des propos très encourageants qui vont vous supporter, puis des fois, c'est plus compliqué, c'est la vie, c'est les castings qui veulent ça. C'était à quelle occasion, par exemple, que vous avez... Pendant le parcours universitaire, voilà, des rencontres qui, des fois, ne fitent pas bien, comme on aurait souhaité. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est tout le contraire de ce que m'a dit mon conseiller d'orientation quand j'étais en 3e. C'est-à-dire, on m'avait dit à l'époque, surtout, la passion et le métier, vous séparez tout. Alors moi, je pense que c'est tout l'inverse. Pour se lever le matin et prendre du plaisir, s'éclater au travail, il faut absolument, si on peut croiser les deux, c'est formidable. Voilà. Parfait, beau message. Alors, comme d'habitude dans cette émission, on va terminer avec quelques recommandations culturelles. C'est la reco des invités. Camille, votre coup de cœur, c'est le documentaire Into Eternity de Mikael Madsen. C'est quoi? Ça parle du CIGEO finlandais en fait? Absolument, c'est ça. Ça parle du projet Onkalo, qui est en fait le projet de stockage géologique finlandais, donc des déchets, alors des combustibles usés finlandais. Et c'est un documentaire, moi, qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu il y a déjà longtemps de ça. J'en ai tiré une vraie fascination pour le sujet, pour les enjeux du stockage géologique. C'est assez peu scientifique, c'est assez peu très technique. Ça permet de sentir en fait tout l'environnement du stockage. Mais ça reste réaliste quand même? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des scènes qui sont tournées vraiment dans là où le site c'est un documentaire en même temps. Construit, bien sûr. Tout à fait. Ok, j'ai vu, moi je connaissais pas, j'ai vu la bande-annonce et c'est vrai que ça donne les frissons. Alexandre, vous, votre recommandation, c'est un livre, Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix? Alors là, Camille est très forte, elle reste dans la thématique de l'émission, chapeau bas. On va faire un pas de côté par rapport au stockage géologique, mais on reste dans la science quand même. Et surtout, on va boucler la boucle des ciments romains. Finalement. Parce que Pline l'Ancien, c'était le préfet de la flotte militaire des Romains au 1er siècle, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, à Misène, là où je vais dans 2 semaines. C'est pas volontaire, promis. Et justement, il a écrit Histoire naturelle. Je souhaite faire passer ce message. C'est une des rares encyclopédies complètes qui nous est parvenue depuis l'Antiquité, où il va regarder tout ce qui l'entoure. À la fois les aspects environnementaux, les arbres, les animaux, les plantes, etc. de façon générale, mais aussi les pierres, la géologie, et également l'astronomie. Il faut savoir qu'il a fait une œuvre qui se base sur un état de l'art de 2000 œuvres. 2000 œuvres. Il a lu 2000 œuvres pour écrire ce livre, de 500 auteurs différents. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, très modestement, c'est qu'il n'y a pas de bons chercheurs, de bons scientifiques qui ne connaissent pas son état de l'art, qui ait fait un état de l'art très précis. Et pour cela, Pline l'Ancien a été remarquable. Et on voit qu'on aurait pu faire une émission sur Pline l'Ancien avec vous. On n'hésitera pas à vous inviter. En tout cas, merci d'être venu pour nous avoir parlé des déchets radioactifs et des enjeux autour de ça. Merci à tous les deux. Merci Camille, merci Alexandre. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets passionnants. Ciao les sorciers.